Bonjour à tous, bonjour Raph et bienvenue sur l'Algo, le podcast comme une émission de radio où on aborde plein de sujets toutes les semaines. Et alors aujourd'hui, c'est Raph qui va nous dire le sommaire de cet épisode. Bonjour tout le monde. Eh bien oui, aujourd'hui on se retrouve autour de 4 petits sujets. Alors, en premier lieu, Mathilde, il me semble que tu as quelque chose à dire sur la chronique de la vie sans 4G que j'avais créée la semaine dernière et que tu reprends. On va voir ce que ça donne. Moi, en tout cas, ça a l'air très passionnant. J'ai vraiment envie de découvrir. Ensuite, on aura une news politique inédite que je vous raconterai par la suite. Pour continuer, on aura un billet sur ceux qui créent l'histoire. Ça a l'air d'être un sujet très intriguant et j'ai hâte d'entendre ce que tu as à nous dire, Mathilde. Et puis surtout, restez jusqu'à la fin pour entendre le courrier des auditeurs. On est vraiment impatients d'avoir votre avis sur le mystérieux message audio qu'on nous a laissé. Autrefois quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots. Et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas. Mais aujourd'hui que mon gagne-pain, c'est parler comme un turlupin. Je ne pense plus merde par vie, mais je le dis, Et on commence tout de suite, du coup, avec la partie 2 de la chronique de la vie sans 4G. Raph, ça c'est une chronique que t'as créée la semaine dernière, et je m'y attendais pas du tout, et finalement je pensais pas pouvoir la reprendre aussitôt, et finalement il m'est arrivé une aventure que je vais vous raconter, qui rentre parfaitement dans cette chronique. Vendredi dernier, il faisait super beau, et mon télétravail ne me motivait pas vraiment. Alors je me suis dit, let's go, allons dehors, je trouverai bien un café sympa où me poser et avancer mes projets en cours. Je galère un peu à trouver un café puisque je viens d'emménager dans une nouvelle ville. Comment trouver un endroit sympa pour travailler ? Et puis il y a ce café, avec une com incroyable. Le meilleur café de la ville. Ah ouais ? L'extérieur est pimpé, des lumières de partout. Au deuxième étage, on aperçoit des coussins très confortables sur les banquettes près de la fenêtre. Et sur la vitrine, il y a même 2 feux de circulation pour indiquer s'il reste de la place à l'étage et au rez-de-chaussée. Alors je le sens pas trop au départ, mais tout est fait pour attirer mon attention. Et comme je veux pas passer trop de temps à choisir un endroit, alors j'entre. Je suis plutôt adepte des endroits calmes, alors je monte à l'étage, espérant trouver un endroit calme, et puis j'avais vu des petits coussins à la fenêtre, j'étais plutôt hypée. Mais pas du tout, c'est un espace rempli de jouets pour enfants, avec un petit train qui fait le tour de la pièce au plafond de manière super bruyante. Super, pas du tout l'endroit calme et cosy que j'espérais. Je redescends, et je m'assois à la première table derrière l'escalier. Je saisis la carte, c'est plutôt cher, mais vu le genre d'établissement, ça va. Je commande un pumpkin spice latte, qui est un peu mon point faible en ce moment, et je sors mon iPad pour avancer sur mes différents projets. Lorsque mon café arrive, je suis un peu déçue, parce qu'il est froid et pas très grand comme je l'espérais. Mais bon, au moins, il est bon. J'ai envie d'écouter de la musique, mais surprise, le réseau ne passe pas ici. Bon, ok. Et puis au bout de quelques minutes, le gérant vient me voir, et il s'avère que la politique de l'établissement n'autorise ni iPad, ni ordinateur. Mais je suis où là ? À l'école ? Et mon téléphone, j'y ai le droit ? Je suis donc dans ce café sans réseau, interdiction de prendre mon PC ou mon iPad, et bah franchement, ça fait bizarre. Et non pas que j'apprécie pas ma propre compagnie, ou ne rien faire dans un café, mais là je devais vraiment avoir une après-midi productive, alors ça allait pas du tout. Du coup, j'ai écrit cette chronique, et puis je suis partie. J'avais trouvé un petit carnet qui traînait dans mon sac. Et puis franchement, j'ai réfléchi et je me suis dit que si je devais trouver une morale à cette histoire, c'est vraiment ne vous fiez pas aux apparences. Et je pense que le meilleur café de la ville n'a vraiment pas besoin de l'écrire sur sa devanture. Et voilà, comme petite Et chronique. tu as été delusional, comme on dit. Complètement. C'est la désillusion absolue. Mais en même temps, c'est drôle. Et moi, des fois, ce genre d'anecdote peut me rendre nostalgique, tu vois, parce que, je sais pas, je me dis, ça... Il y avait un temps où vraiment les gens faisaient ça, et c'était le but aussi de ces cafés, c'était d'y aller et de ne rien faire, et de se couper un petit peu du monde, ou de jouer aux cartes, ou de renouer avec d'autres choses. Et c'est vrai que moi, je pense que je consomme comme toi ce genre d'établissement complètement autrement. Mais merci pour c'est ça, Coffee Corazon, c'est ça, je vois écrit. Ouais, ça s'appelle le Coffee Corazon. Mais en vrai, d'habitude, moi aussi, j'aime bien aller au café et genre rien faire ou prendre un petit sketchbook et des choses comme ça, tu vois. Mais là, vraiment, je m'étais dit, ok, je peux pas faire télétravail à la maison, bah go bosser à l'extérieur, tu vois. Mais bah voilà, pas trop quoi. Puis en plus, j'avais déjà j'avais déjà ma boisson et tout. Une fois qu'ils t'annoncent ça, tu peux pas dire, ok, bon bah je m'en vais. Du coup, voilà pour cette chronique.
Ça marche. Et ben, on passe tout de suite ensemble à la news politique inédite. Je vous ai compris. Mais qui elle est celle-là? Qu'est-ce que Le j'ai fait, moi? FPR, l'UDF, le PS et le PC. En tout cas. Alors, ce week-end, je me trouvais à Lyon. Je me trouvais à Lyon pas seulement pour voir mes potes, et mon pote Antoine sait que j'étais très content de le retrouver, mais aussi pour un événement un petit peu spécial que j'avais jamais fait de ma vie finalement, et c'était quand même pas si simple que ça. En fait, ce week-end, j'ai été au meeting de Jean-Luc Mélenchon à Lyon, et je n'avais jamais été à un meeting. Donc c'était le 6 mars, et il y avait 15 000 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Waouh. mais ça fait quand même un sacré nombre de personnes. Ces 15 000 personnes, donc on était en extérieur sur la place du Gros Caillou à Lyon, et puis on a écouté pendant 2 petites heures tout ce que monsieur Mélenchon avait à dire, sur notamment la crise en Ukraine, tous ces sujets pour la présidentielle. Il rebondissait sur l'annonce du programme de Macron, donc beaucoup de choses très intéressantes. Et donc moi j'ai particulièrement apprécié ce moment. Alors je tiens juste à dire que je pense pas que c'est le seul meeting où j'irai, là c'est juste que ça tombait bien. Avec Antoine, on s'était dit que c'était quand même intéressant de se présenter à un meeting pour entendre ce qu'un candidat, surtout que je pense qu'on a pas mal d'idées en commun, avait à dire. Et moi franchement, j'ai pas du tout été déçu. Je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment une expérience, même si on n'est pas nécessairement d'accord avec ce qui est dit, je trouve qu'aller à un meeting, c'est une expérience particulière. Ouais, j'imagine. Et pour la suite de la petite anecdote, je rentre donc chez moi de ce week-end, je rentre à Belfort, je reprends le train dans l'autre sens, et puis on est dimanche soir, 23h, j'arrive chez moi, j'ouvre ma boîte aux lettres, et sur quoi je tombe? Un tract pour le meeting, donc toujours des Insoumis, donc du parti de Jean-Luc Mélenchon, mais cette fois-ci, un meeting de Alexis Corbière, de comment il s'appelle celui-là, bref, d'autres hommes politiques de son parti, à Belfort, jeudi 10 mars. Donc je me tâte à retourner voir. Ah yes. Et voilà, je trouvais que c'était trop drôle pour ne pas en parler. Surtout que en ce moment, et voilà la news vraiment politique inédite, c'est que en ce moment, ils font une percée dans les sondages. Ils sont vraiment à 12,5%, et ça ne fait que monter. Et ouais, puis en plus, ça m'étonne pas trop parce que du coup, Christiane Taubira s'est retirée. Et du coup, il y a plus de monde, quoi. À la gauche, il y a plus de place, quoi. Ça se libère. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis surtout, on est à 1% finalement de passer devant Madame Le Pen ou Monsieur Zemmour. Donc c'est là où voilà, tout prend son sens. C'est marrant parce que j'ai dit on, donc je viens complètement de biaiser votre avis. Mais en même temps, c'est comme ça. J'ai relevé quand tu l'as dit, je me suis dit c'est drôle. Mais après, je pense qu'à un meeting, t'as un peu ce truc de proximité où finalement tu peux vite être pris dans la vague un peu et il essaye de. Ça joue beaucoup sur l'émotion puis le sentiment d'appartenir à un groupe, j'imagine. Oui, tout à fait. Et du coup, je pense que tu peux vite te sentir appartenant, même si après, quand tu te poses et tu réfléchis, même si t'es pas forcément à fond et tout, mais je pense qu'une fois quand t'es dedans, il doit y avoir un espèce de soulèvement un peu. Je sais pas trop comment exprimer ça, mais un petit peu sentiment d'appartenance à un groupe et tout qui doit être assez intéressant. Ah bah c'est galvanisant, Ouais. ça transporte. Moi, j'ai eu limite les larmes aux yeux quand on chante même la Marseillaise à la fin, quand il y a des moments où tout le monde est d'accord, tout le monde applaudit, il y a des moments un peu d'hystérie de groupe. Enfin c'est incroyable ce genre de rassemblement. C'est voilà, tous ceux qui ont fait des sittings, des événements sportifs, etc., doivent connaître aussi ces sentiments-là. Ouais, carrément. Donc voilà. Et je te propose qu'on passe tout de suite au billet que tu nous as écrit sur ceux qui créent l'histoire. Alors c'est pas tellement un billet comme j'ai pu faire des chroniques les dernières fois. C'est juste qu'aujourd'hui on est le 8 mars et aujourd'hui j'avais des tâches à faire au travail qui me demandaient pas une énorme capacité de concentration. Et du coup je me suis dit tiens je vais écouter des podcasts. Donc j'ouvre Deezer et là j'ai énormément de podcasts qui me sont recommandés, des podcasts animés par des femmes qui parlent de sujets féministes. Je me dis super. Notamment un qui s'appelle Vénus épilait-elle la chatte, qui est un podcast que j'avais déjà voulu écouter à un petit moment, enfin ça était déjà un peu dans ma liste de podcasts à étudier, enfin à écouter plutôt, et c'est un podcast hyper intéressant qui aborde l'histoire et l'art à travers un prisme féminisme.
Et du coup, je me suis dit, bah super, je vais en écouter un. Et il y a un épisode qui est particulièrement célèbre de ce podcast, qui est celui sur Picasso. Raph, est-ce que tu as entendu parler de ce podcast, de ce qui peut se dire sur Picasso, ou alors je sais que Manon Bril a également fait un épisode animé sur ce sujet. Est-ce que ça te parle ou pas? Alors, je connais juste Picasso, mais je connais aucun de tous les podcasts et toutes les personnes que tu as citées, à part monsieur Picasso. Ok. Du coup, bah alors, Manon Bril, c'est une historienne sur YouTube qui fait de la vulgarisation et elle fait des petits épisodes animés toutes les semaines. D'ailleurs, je vous le conseille, c'est génial. Et donc, en fait, elle a fait un petit épisode sur Picasso, mais là, du coup, le podcast que j'ai écouté est vachement complet. Et il s'avère que Picasso était, mais terrible, une ordure, si je veux rester polie. Vraiment, Il est vrai, je c'est crois. incroyable tout ce qu'on peut raconter, enfin tout ce que j'ai appris du coup sur ce personnage. Et surtout, c'est très très compliqué d'arriver à comprendre comment un personnage aussi ignoble envers toutes les personnes qu'il jugeait inférieures, que ce soit des hommes qu'il jugeait inférieurs, que ce soit des homosexuels, puisqu'il était probablement très homophobe, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants. Il était vraiment ignoble avec toutes les personnes qui ont pu croiser son chemin. D'ailleurs, à sa mort, si je peux raconter l'anecdote, du coup, il a décidé de ne pas laisser de testament. Donc, il avait énormément d'héritiers, de femmes et tout. Il a décidé de ne pas laisser de testament, puisqu'il a dit que... alors, il reprend le... Il cite, en fait... Alors, je sais plus exactement qui c'est qui cite, mais comme quoi, un capitaine, quand un navire sombre, il y a tout un tourbillon qui entraîne énormément de choses avec lui, quand un navire sombre. Je sais pas si tu l'as. D'accord. Je le dis très très mal, mais l'idée est là. Et Ouais, du coup, j'ai compris. en fait, toute l'idée, c'était que lui, à sa mort, ça devait être voilà, la fin de tout, la catastrophe. Et Il c'est... voulait se faire, il voulait se faire, comment on dit, ensevelir avec ses femmes et ses enfants, c'est ça? Ah, il voulait laisser le gros bordel derrière lui, quoi. C'était vraiment ça. Et c'est ce qui s'est passé, puisque après sa mort, du coup, il y a énormément de ses compagnes qui se sont suicidées, si ce n'est toutes. Et là, avec ses enfants, il y a encore des problèmes en ce moment pour gérer la succession. Donc vraiment, vraiment le pire. Le pire. Je vous conseille énormément d'aller écouter cet épisode de podcast. Donc Vénus épilait-elle la chatte, l'épisode sur Picasso, qui est super complet, super intéressant. Parfois très très dur à écouter, surtout quand on se dit qu'il y a encore tellement de personnes qui le voient comme le génie peintre qu'il a pu être ou qu'il était. Mais quand tu sais que la plupart de ses peintures, elles sont basées sur des personnes qui sont en souffrance, des personnes qui sont harcelées, violées, ou etc. Bref, voilà. Bref, c'était très intense. Et il y a une phrase qui est dite dans ce podcast qui m'a particulièrement intéressée, qui était que à une certaine époque, donc surtout à l'époque des Picasso, il y avait quelque chose qui faisait que quand il y avait un homme qui créait, il y avait souvent une autre personne avec, donc souvent un autre homme, qui écrivait sur cette personne qui créait. Et du coup, souvent, ils allaient par binôme. Et en fait, c'est ça qui fait l'histoire. Et donc, en fait, ça a été... je crois que c'est Virginie Despentes, je sais pas trop comment on le prononce, qui en parle dans King Kong Theory, qui est un essai féministe super intéressant aussi, que j'ai pas non plus eu l'occasion de lire, mais du coup, c'est de là qu'est tirée cette citation un peu. Et j'ai trouvé ça super intéressant, puisque c'est vrai que pour faire histoire, pour rentrer dans l'histoire, il faut qu'il y ait des écrits, il faut qu'il y ait une trace qui reste de toi. Et du coup, ça m'a vachement Absolument. parlé, tu vois. Cette espèce de manière, en fait, de s'associer entre quelqu'un qui va créer et quelqu'un qui va écrire sur la personne qui crée pour le mettre en avant, lui faire son éloge un peu. Et je me suis dit, pour faire le lien avec notre podcast, que ce serait super intéressant, que, en fait, on a une plateforme ici et finalement, je sais pas s'il restera des podcasts dans quelques années, tu vois. Mais imagine qu'il en reste, et ben je me suis dit que ce serait génial ici de donner la voix à des gens qui créent des choses super, et notamment, pourquoi pas, des femmes qui sont peut-être un peu moins écoutées sur d'autres médias, et même toute autre personne qui n'ont pas forcément d'espace de parole. Je me suis dit qu'ici, c'était un super moyen de mettre en avant et peut-être de créer l'histoire d'une certaine manière. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve ça super intéressant. Déjà, pour réagir dans l'ordre, je suis absolument d'accord avec cette histoire de journal de bord qui doit être tenu pour qu'un artiste puisse être entendu. Et Ouais. puis,
même pour qu'il y ait des traces, en fait, il faut qu'il y ait des écrits. Hein. De toute façon, on commence le début de l'histoire aux premiers écrits qu'on retrouve. Avant, on parle plutôt de préhistoire. Et oui, moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on laisse la place à d'autres personnes. De toute façon, de manière générale, que ce soit ça ou un autre projet, moi, ce que j'ai envie avec l'algo, c'est qu'on s'ouvre, qu'on se diversifie, qu'on rencontre et qu'on s'enrichisse pas seulement l'un et l'autre, mais aussi avec des personnes qui seraient complètement extérieures à notre projet. De toute façon, je pense qu'un podcast, par définition, c'est plutôt une tribune, un endroit où on vient prendre la parole, où on a des choses à raconter. Et ça serait vraiment top si on pouvait en plus rendre service à ces personnes-là. Oui, carrément. Donc oui, et puis, 200% d'accord. trop cool. Et puis du coup, ça me fait penser... alors, je suis plus très sûre de ma source, mais je pense que c'est ça. Je crois que c'est... Attends, je vais le chercher pour pas dire des bêtises. Mais sur le fait que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Tu as déjà entendu ça ? Oui, bien sûr. Tu veux que je meuble pendant que tu cherches ? Tu peux, mais moi je dirais que c'est César dans la guerre des Gaules, mais je suis pas sûre. C'est Veni Vidi Vici. Ça c'est Jules César dans la guerre des Gaules. Oh là là, attends, ok, Après, je t'ai dit n'importe quoi. Du coup, c'est pas l'histoire César, est écrite par les vainqueurs. Ah, je peux essayer de deviner ? Ouais, Je peux essayer de deviner ? Je pense que tu l'auras pas. En direct, l'histoire écrite par les vainqueurs, c'est un philosophe allemand. C'est Hegel. Non, j'en sais rien. Il s'appelle Robert Brasillac. Et ben du coup, pas du tout. J'ai mélangé deux citations. Mais je trouve ça super intéressant cette phrase. Et j'y pense souvent sur le fait que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et je trouve ça assez vrai et assez intéressant d'imaginer qu'en fait on a décidé de retenir certaines parties. Et ça allait assez bien avec ce qu'on disait par exemple sur Picasso. Ouais, c'est vrai. Et pour surenchérir avec une expression mais qui n'a aucun rapport, j'ai envie de dire l'enfer est pavé de bonnes intentions. Parce que j'adore cette expression. Allez, on donne des expressions là. Allez-y, prenez. Il n'y a pas de souci, prenez-les. Et je te propose qu'on passe tout de suite au courrier des auditeurs. Le courrier des auditeurs, eh bien c'est la première fois, on va inaugurer cette rubrique avec un premier auditeur, Jérémy, qui nous a envoyé une réaction à quelque chose dont on a déjà discuté, mais je vous en dis pas plus et je vais tenter de vous le faire écouter. Alors... Salut les loulous, je viens d'écouter votre dernier podcast et enfin j'ai pas fini de l'écouter mais je pouvais pas m'empêcher de me dire que en fait j'ai fait mon bilan carbone justement il y a pas longtemps et je suis à 8 tonnes mais c'est dû à une chose en particulier, c'est que vu que je suis d'outre-mer et que je rentre une fois par an voir ma famille, je vous laisse 3 secondes pour deviner combien un aller-retour Paris-Tahiti ça émet en carbone. 1, 2 tonnes. 3. Donc sur 8 tonnes totales émises en un an, j'ai 4 tonnes en carbone et je trouvais ça énorme. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs ? Je coupe le vocal. Mais ouais, tout ça pour dire que ça faisait très écho à quand vous parliez justement de sacrifier ces petits conforts de la vie quotidienne. Par exemple, aller skier, avoir accès à de la bonne bouffe, avoir plein de tunas, tout ça. Et c'est une question qui me trotte depuis très très longtemps, genre en mode, est-ce que au nom de la planète, genre éthiquement, faut que j'arrête d'aller voir ma famille ? Parce que 4 tonnes de CO2 en moins, je passe de 8 à 4 tonnes, c'est vraiment énorme. Enfin bref, peut-être que vous en aurez rien à foutre de ce message, mais voilà, je tenais à vous dire que votre podcast m'a grave stimulé. Et je vous fais des gros bisous. Et déjà, merci Jérém si t'écoutes cet épisode. Merci beaucoup pour ta réaction. C'est vraiment trop cool. Je trouve ça génial ce format où on peut discuter avec vous et vous réagissez à nos sujets. Raph, est-ce que tu veux nous dire ta réaction à chaud ? Et sinon, moi j'ai quelques informations à apporter, puisque après j'ai fait quelques recherches. Ah, d'accord. Alors, moi je suis désolé, j'ai déjà 3 éléments de réponse, mais c'est pas du tout chiffré.
Donc ce que je te propose, c'est que tu nous donnes, toi, si tu as travaillé un petit peu une réponse derrière. Moi, là, je découvre l'audio à chaud. Ouais. Et je réponds assez rapidement, puis je te laisse la parole derrière, alors ça te dérange pas. Ça marche. Attends, juste pour donner un peu de contexte, en fait, moi j'ai reçu donc le message de Jérém, et ce qui m'a permis du coup de préparer un peu, enfin de réfléchir un peu déjà un peu en amont. Et Raph vient de le découvrir, et du coup c'était aussi intéressant d'avoir ces deux réactions. Donc voilà. Et bah alors du coup, moi, dans un premier temps, il y a juste un truc que je veux dire, c'est une question que je me suis posée aujourd'hui même, et ça c'est fou, le monde est fait d'anecdotes, c'est fou. Aujourd'hui, j'ai rencontré une fille dans ma boîte qui vient d'arriver, qui est stagiaire, qui est arrivée aujourd'hui, qui vient de Nouvelle-Calédonie. On a parlé d'environnement parce qu'elle est en HSE et moi je suis en éco-conception, donc forcément on a parlé d'environnement. Et elle m'a dit, moi je viens de Nouvelle-Calédonie, et tu vois, je me pose une question, c'est est-ce que je dois prendre l'avion pour rentrer chez moi? Donc c'est très très drôle déjà, Jérémy, qu'aujourd'hui tombe cette question, parce que du coup j'y ai un peu réfléchi cet après-midi. Et donc là-dessus, dans un deuxième temps, je voulais vous dire que déjà, dans les voyages, il faut apprendre à, comment dire, distinguer l'essentiel du non-essentiel. C'est-à-dire que aujourd'hui, la principale cause de voyage en avion contre lequel il faut lutter, c'est les gens qui partent à Dubaï les week-ends parce qu'ils ont les moyens. Et finalement, quand on a les moyens, je sais pas, on gagne 10 000 euros par mois. Finalement, il y a des Français qui gagnent 10 000 euros par mois. Et qu'on a les moyens de se payer un week-end, je sais pas, peut-être tous les 2 mois ou tous les mois à Dubaï à, je sais pas, 900 euros aller-retour. C'est ce genre-là, c'est ce genre de voyage-là qu'il faut tout d'abord commencer par enlever. Donc je dirais que déjà, d'ordre de priorité, déjà les voyages pour la famille ou les voyages pour le travail qui, eux, sont pas malheureusement réductibles ou incompressibles et qui sont vraiment dans un second temps quelque chose auquel on va s'attaquer. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, je comprends que tu sois un petit peu frustré. Et là, j'arrive sur mon troisième élément de réponse. C'est comme pour les enfants, en fait, finalement. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, moi je vais la comparer à ça, c'est est-ce que je vais avoir un enfant? Est-ce que c'est pas finalement polluer la planète, etc. Moi je trouve que cette question, elle a le mérite de se poser. Comme retourner voir sa famille, ça concerne le cercle familial, ça concerne des projets de vie, parce qu'on a envie de voir sa famille ou on a envie d'en créer une. Et finalement, c'est des questions qui sont je trouve, essentielles. Là-dessus, je vais pas parler moi, parce que j'y ai pas assez réfléchi, mais les experts un petit peu comme Jean Covici ou Thomas Wagner qui anime Bon Pote, etc., eux vraiment disent que bien sûr il y a des choses auxquelles on peut pas se résoudre et il faut plutôt changer nos modes de vie et il y aura des choses, des migrations qu'on pourra plus faire, mais que à ce terme-là, c'est pas les questions qui se posent le plus. Les questions qui se posent le plus, c'est... Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas à toi de te sacrifier, Jérémy, à ne plus voir ta famille, alors que pendant ce temps-là, il y a des milliardaires qui vont faire tout et n'importe quoi, et des entreprises qui vont faire tout et n'importe quoi. Je pense plutôt que si tu veux vraiment aider le climat, c'est pas en réduisant de 2 tonnes pour toi, ou de 4 tonnes, pardon, pour toi, c'est plutôt en militant, en faisant changer le monde autour de toi. Je sais que t'es ingénieur, donc peut-être que tu vas arriver à plus compenser, et garder peut-être pas ce luxe, mais cette possibilité de temps en temps, voilà, d'aller voir ta famille. Voilà ma réponse du coup. Super, moi je trouve ça super intéressant ce que tu as dit et j'ai relevé pas mal de choses et en fait je te rejoins beaucoup. Déjà je voulais donner quelques chiffres sur l'avion, je me dis que ça peut être Il faut. intéressant. Je voulais relever le fait que l'avion serait responsable de 5% du réchauffement climatique, donc peut-être pas énorme, mais pour seulement 10% de la population qui le prend régulièrement. Et ça, je trouve ça hyper impressionnant. C'est que c'est responsable, en fait, en proportion, tu vois, par rapport au nombre de gens qui émettent, du coup, qui sont responsables, c'est que seulement 10%. Et en comparaison, Internet, c'est 4%, mais c'est utilisé par plus de la moitié de la population mondiale. Donc, il y a quand même un décalage de ouf. Donc, voilà, une fois que ça c'est dit, on sait maintenant que, on l'a vu en plus en faisant le bilan carbone, etc., que l'avion, ça peut réduire tous les efforts que tu fais sur une année. Maintenant, c'est clairement pas à une petite échelle qu'on pourra résoudre ce problème. Il y a évidemment un problème du côté du fait que les billets sont vraiment pas chers, mais vraiment pas chers. Et en plus... Du coup, peut-être on peut se dire que c'est de la responsabilité des gouvernements aussi. Je pense qu'on est seuls les particuliers, on va pas non plus faire bouger trop de choses. Maintenant, là où je pense que on a un point de levier, et tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais du coup, je veux juste en sortir deux
deux axes par rapport à ce que tu as dit. Je pense que là où on peut réfléchir, c'est sur la durée du séjour et le but du séjour. La durée, par exemple, Jérém, toi, si tu peux maximiser le temps là-bas, par exemple, tu vas pas rentrer une fois par mois pour un week-end, mais tu vas rentrer peut-être une fois pour vraiment beaucoup de jours, quoi. Mais j'imagine que c'est ce que tu fais déjà. Mais c'est déjà un bon moyen de réduire, en fait. Donc, augmenter la durée du séjour. Et puis après, le but du séjour. Clairement, voir sa famille, je suis complètement d'accord avec toi, Raph. Et pour moi, ça me paraît être une priorité. Et c'est clair que c'est là où il y a un peu une complexité. C'est clair que c'est terrible. On pourrait pas dire on va pas te priver de voir ta famille. Alors qu'à côté, il y a des gens qui prennent l'avion à chaque fois qu'ils partent en vacances, qui vont à Dubaï pour le week-end, etc. Enfin, ça n'a pas de sens. Et donc voilà, donc ça, moi ça me paraît important de réfléchir sur le but du séjour. Et puis après, évidemment, sur existe-t-il des alternatives ? Je pense que toi, par rapport à tes contraintes, il existe très peu d'alternatives. Je sais pas trop comment ce serait possible d'y aller autrement qu'en avion. Et je pense que si c'était possible, ce serait vraiment un trajet super long, donc ça ne marcherait pas. Mais nous, par contre, on peut se poser la question par rapport à nos trajets, tu vois, qui n'ont pas forcément un impératif familial, tout ça. Et après, un autre levier qui peut être intéressant, c'est la sensibilisation, et ça aussi t'en as parlé, Raph. Je pense que c'est toujours intéressant d'aller en parler auprès de nos amis, en parler auprès de gens qui ne sont pas forcément absolument. sensibilisés, et je pense également à la génération de nos parents. Ça peut être intéressant de discuter avec eux, etc., de ça, et puis... Ah si, il y a un autre truc que j'ai relevé de ce que tu as dit, Raph, c'est sur les enfants. Pour moi, je le mettrais pas vraiment dans cette case parce que l'avion, il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment d'effet positif sur l'environnement, tu vois. Il peut vraiment pas y en avoir. Alors que, il me semble que j'avais vu ça dans l'article de Bon Pote, mais je suis plus très très sûre, mais il me semble que, ou je sais plus dans quel article que j'avais regardé sur justement, est-ce que faire des enfants c'est écolo ? J'avais déjà un peu lu quelques études là-dessus, et il y avait aussi le fait que si toi tu fais des enfants et qu'après tu les éduques pour qu'ils aient un mode de vie qui soit responsable, qui en plus y participe à faire bouger les choses, à être plus écolo, etc., on peut se dire que non seulement ils auront peut-être pas un impact négatif, mais peut-être même positif. Donc, et c'est là où du coup l'avion Oui, a bien pas cet sûr. impact-là. Mais ouais, sinon après c'est sûr que il y a un moment, il y a des valeurs qui sont importantes, et c'est intéressant de se poser la question, et je pense que c'est hyper valable. Et après, voilà, il faut prendre les décisions aussi justes que l'on peut, quoi. Et dans tous les cas, il n'y a pas de vraie décision parfaite. Et je pense que toute cette situation et toutes ces questions, elles sont hyper complexes et elles prennent en compte énormément de facteurs différents, etc. Donc, mais je pense qu'à partir du moment où tu te poses la question, déjà, c'est gagné, quoi. Ça veut dire que tu t'intéresses, ça veut dire que tu te renseignes. Et je trouve ça cool. Jérémy, merci pour ta question. On va s'arrêter là-dessus. Je te propose comme article de Bon Pote Pourquoi nous ne prendrons plus l'avion, où tu auras des éléments de réponse dedans. Et sur ce, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Une très bonne soirée, à la semaine prochaine.